Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Pour le premier épisode de cette nouvelle saison, j'ai le plaisir de recevoir Marianne et Yofine qui sont là aujourd'hui pour nous parler de leur vécu en tant que femmes, noires et handicapées. Bonjour à toutes les deux, merci d'être là. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Bonjour à tous, donc moi c'est Yofine, j'ai 22 ans, je suis étudiante en communication, je suis mannequin et podcasteuse. Donc voilà, je débarque. Merci à toi de m'inviter. Bonjour, moi je m'appelle Marianne, Moula Causé sur les réseaux, c'est mon pseudo. Moula Causé, c'est aussi le nom de mon blog que j'ai créé fin 2016, en novembre 2016. Je suis une artiste pluridisciplinaire. Je me suis lancée d'abord en 2012 en tant que styliste couturière, après avoir terminé mes études en mode. Et je suis aussi artiste peintre sous le nom de 2 pouces, parce que je n'ai que 2 pouces, suite à une erreur médicale qui a engendré des amputations au niveau de mes 8 doigts et de mes orteils. Et donc du coup, j'avais envie de montrer ma fierté en ayant ce pseudonyme d'artiste 2 pouces. Et donc du coup, j'essaye avec mon expérience personnelle et aussi l'expérience du collectif, en observant, en discutant, de parler de sexisme, de racisme, de validisme, d'adoption internationale, puisque je suis une personne adoptée, et de manière esthétique et de manière aussi à faire réfléchir ensemble pour créer et faire bouger un peu le commun. Et voilà. Ok, super. Du coup, ma première question, elle porte sur les stéréotypes. Parce que c'est vrai que les stéréotypes autour des femmes noires, c'est souvent un peu la femme forte, travailleuse, qui se plaint jamais, tout ça. Et les stéréotypes autour des personnes handicapées, c'est plutôt tout l'inverse. Du coup, comment vous vous situez un peu au milieu de tout ça? Enfin, est-ce que le fait d'être handicapé, vous avez un peu l'impression de moins devoir correspondre aux stéréotypes de la femme noire ou du coup, est-ce que vous devez en faire 2 fois plus? Ben, pour ma part, en fait, j'ai toujours l'impression d'être entre les 2. C'est-à-dire que effectivement, le stéréotype de la femme noire, c'est vraiment la femme qui pleure jamais, qui est super forte, qui est super courageuse, qui montre pas ses émotions. Et le stéréotype de la femme handicapée, c'est vraiment, celle qui chiale tout le temps, qui a l'impression que sa vie est nulle à chier, je vais le dire ça comme ça, mais qui est vraiment, presque dépressive alors que pas du tout. Et ben, moi justement, je dois par rapport à tout ce que je fais, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit dans la vraie vie, je dois vraiment prouver que non, mes sentiments sont tels quels, j'ai le droit de m'exprimer comme je veux. Il y a un jour où j'ai l'impression d'être super forte, il y a un jour où j'ai l'impression d'être, vulnérable, d'être à fleur de peau et c'est tout à fait normal. Pleurer, c'est quelque chose de normal, faut pas, non, c'est pas quelque chose de forcément triste, c'est humain, c'est un sentiment humain et donc voilà. Pour ma part, moi, c'est ce qu'il y a d'assez compliqué, je trouve, par rapport à cette jonction dans laquelle nous sommes avec Yofine, c'est que tu as aussi le poids aussi de la transmission de l'immigration, en fait. C'est que, par exemple, pour ma part, ma mère adoptive s'est mariée avec mon père adoptif et ma mère adoptive est rwandaise. Et donc, par le biais de son mariage, du coup, ça lui a fait accéder à une certaine classe, à certains privilèges. Et donc, en arrivant en Belgique, du coup, elle s'est pris le racisme en pleine figure. Et ma mère adoptive est aussi handicapée parce qu'elle a une malformation congénitale qui fait que elle a des mains et des pieds pas normés, si on veut. Et donc, résultat, elle aussi, elle a vécu ça, toute cette jonction entre le sexisme, le racisme et le validisme. Et donc, moi, j'étais un peu dans cette lignée-là. Et donc, elle m'a toujours un peu dit qu'il fallait que je sois forte parce que elle, ça avait été compliqué pour elle, qu'il fallait que je serre les dents parce que on me donnera pas l'heure, on ne me demandera pas en fait en soi si
si ça va ou si c'est pas OK pour moi. Parce qu'en fait, tu tellement pas envisagé, on t'a pas demandé, en fait, on t'a même pas mis au programme que du coup, en fait, il va falloir que non seulement tu t'adaptes en tant que personne racisée, mais que tu t'adaptes aussi en tant que personne sexisée et en tant que personne handi. Et donc, en fait, tu as ces trois marches à franchir constamment qui font qu'en fait, tu dois, et je le dis souvent à mes proches ou quoi, c'est que quand je sors de chez moi, en fait, il faut que je sois irréprochable, il faut que je sois opérationnelle, parce qu'en fait, je sais bien qu'on ne me laissera pas le choix. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette notion de tu n'as pas le choix, tu dois être comme ça absolument, mais parfois c'est dur d'endosser cette image de force tout le temps. Mais c'est au-delà d'une image, je trouve. C'est vraiment, tu dois anticiper, tu dois te faire, par exemple, si tu vas à l'école, il faut que tu fasses tous les scénarios pour être sûr de ne pas devoir demander de l'aide parce que soit tu seras catalogué de la noire qui ne fout rien, qui est fainéante, ou soit tu seras catalogué de la landique qui est constamment insistée et qui saoule tout le monde en fait. Donc c'est en ça que tu dois vraiment être dans d'une inventivité, une créativité. Je crois que ma créativité vient aussi un peu de là parce que ouais, tu dois faire tous les scénarios en fait, constamment. Tu dois réfléchir à tous ces scénarios pour pouvoir mener ton process au mieux et en ayant le moins possible de pollution, si on veut, sociale, quoi. Et donc, ça crée des personnes assez, justement, assez à l'écoute, assez dans l'observation, parce qu'on anticipe tellement que du coup, on est très observateur, on comprend bien les sous-entendus, le non-verbal, on le capte très très vite. Mais ça, je pense que le non-verbal, c'est très propre aux communautés minorisées, que tu sois racisé ou handi, le non-verbal, on capte très vite. Mais il y a ouais, on est alerte en fait. On est très alerte, je trouve. Pour ma part, moi, j'ai vraiment eu ce qu'on peut appeler un épuisement d'être alerte et qui a mené en fait à mes maladies auto-immunes puisque j'ai un lupus et un syndrome de Paris-Ronberg qui sont deux maladies auto-immunes qui font que je produis trop d'anticorps et donc du coup je m'attaque moi-même et ça se localise au niveau des articulations, de la dentition, du visage, bon, un peu partout quoi. Et donc résultat, je pense que c'est pas pour rien que pendant 25 ans j'ai été au taquet, au taquet, au taquet, au taquet et à un moment donné ton corps te dit juste stop quoi. Ce qui est vraiment difficile, c'est écouter ses limites, en fait. Se dire: «Ben, en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être forte, hein, j'ai pas envie d'être, courageuse, j'ai juste envie d'être dans mon lit tranquille et penser à ma santé mentale». Parce qu'à force de montrer que je suis forte, je pense que ma santé mentale aussi, elle a pris un coup. Dans le sens où j'ai commencé à être, anxieuse, à vouloir tout le temps chercher, une certaine carapace pour qu'on oublie «ma chaise» entre guillemets. Et au final, ben, je me suis retrouvée à douter de tout, à être anxieuse, vraiment me douter de tout, à plus avoir confiance en moi et à me perdre dans toutes ces stéréotypes justement. Ouais. Bah, ouais, je pense que c'est le problème avec tous ces stéréotypes, c'est que les gens oublient qu'on est juste des personnes humaines, complexes, qu'on n'est pas genre soit l'un soit l'autre ou enfin et que ouais. Du coup, ma prochaine question, qui est du coup un peu en lien avec tout ce que vous venez d'évoquer, c'est sur, le fétichisme. Parce qu'on en avait déjà un peu parlé avec, Marina dans le tout premier épisode. Mais vous, du coup, j'imagine qu'il y a du fétichisme en lien avec le handicap et en plus avec vos origines. Enfin, Marianne, je sais que tu en parles des fois un peu sur Instagram. Quand tu postes des photos de tes pieds ou quoi, enfin, tu as souvent des commentaires, sympathiques, si tu veux en parler. Ouais, ouais, non, dès que je mets une photo de moi où on voit un peu trop mon corps, ou que je mets un hashtag, par exemple, amputé girl,
J'ai, tout de suite des messages, des spams, des personnes qui viennent en message privé, pour me draguer. Et tu sais même pas, tu sais que c'est pas te draguer, c'est draguer ce que tu représentes en fait. Et c'est ça qui est le propre du fétichisme, c'est qu'en fait on ne vient pas pour toi, on vient pour ce que tu représentes. Et ce qui est difficile à faire comprendre dans la fétichisation, c'est que c'est l'autre face de la négrophobie, parce que la négrophilie, c'est aussi c'est l'exotisation en fait des corps racisés, dans ce cas-ci noirs pour Yofine et moi. C'est l'exotisation et se dire que par essence, en fait, toutes les femmes noires sont sont sauvages, sont des bêtes au lit, sont plus dociles. Très sensuel, très Oui, hyper sensuel, hyper sexualisé. et c'est très compliqué parce que c'est aussi comme ça que les médias et que, par exemple, l'industrie musicale, l'industrie cinématographique nous vend en fait. Donc c'est aussi très difficile nous-mêmes, par exemple, si on veut s'appartenir à soi, c'est difficile aussi de savoir si on participe pas nous-mêmes à ces représentations, parce que c'est un peu ce discours de l'œuf ou la poule, parce que tu te dis, comme tu as tellement été aussi représenté au niveau des publicités, des magazines, des films de cette manière en tant que femme noire, est-ce que si tu veux devenir une femme, être désirable, être sexy, être, euh, être une potentielle partenaire, bah, est-ce que tu dois pas passer par là? Et donc moi je me suis déjà posé la question beaucoup sur les réseaux sociaux par exemple, je mets très peu de décolleté. On voit très peu ma poitrine en fait sur les réseaux sociaux parce que par le passé, j'ai énormément été fétichisée et j'ai eu des agressions sexuelles des enfants et ados et jeunes adultes. Et donc j'ai un truc où j'aime bien contrôler ce qu'on voit de mon corps parce que je n'ai pas envie de rameuter justement ces vibes-là, ces énergies-là, parce que sincèrement, ça me fatigue en fait. C'est extrêmement fatigant d'être à la fois essentialisée en tant que personne racisée et en même temps en tant que personne handi, parce que tu as ce truc où ils se disent, en tout cas souvent, quand ils viennent vers toi, qu'ils te rendent service en fait. Ils te rendent service en venant te draguer, en venant être désobligeant dans la manière dont ils s'adressent à toi, en étant même des fois agressif, parce que je l'ai déjà dit, mais il y a plusieurs fois où j'ai été presque frappée, où il y a eu de la violence conjugale, etc. Et donc du coup, comme ils se disent, mais comme tu es noir et qu'en plus tu es handi, qui te croira s'il se passe quelque chose? Qui te croira? Ta parole n'est pas crédible, n'est pas légitime dans la question des violences conjugales, des violences sexistes, des violences sexuelles, parce qu'en fait, tu es un corps, tu es dans cette impensée en fait des féminismes et des luttes antiracistes, parce qu'en fait, le corps handicapé est souvent perçu comme pas sexualisable, qui reste enfantin, et donc qui penserait qu'on aurait envie de coucher avec toi, de te faire des bisous, de te voir comme ça, dans l'inconscient de beaucoup de personnes, ça n'arrive pas. Mais pourtant, les violences se font, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir des lignes d'écoute, pour avoir des stratégies de riposte, d'aide? C'est la question, en fait. Parce on est dans les publics les plus touchés, puisque invisibilisés, donc pas possibilité de se rendre compte de ce qui se passe réellement. Mmh, c'est clair. Ouais, on en avait déjà un peu parlé avec, Marina de cette, invisibilisation dans le milieu féministe et tout ça. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis, du coup, par rapport à l'hypersexualisation des femmes noires ou des femmes racisées en général et à l'inverse, la désexualisation des personnes handicapées,
Personnellement, j'ai été plus dans l'enfantilisation que dans l'hypersexualisation. C'est-à-dire que j'ai vécu dans un environnement où j'étais super protégée tout le temps et du coup, ben, qu'est-ce que tu deviens quand tu es super protégé, que ce soit de ton enfance jusqu'à ton adolescence? Tu sais plus qui tu es réellement, tu sais même plus si moi, dans mon cas, je savais même plus si j'étais une femme ou non. Enfin, j'avais l'impression d'être plus une enfant que qu'être une femme parce que ce soit, mes relations amoureuses, c'était, «Il va te faire souffrir» ou, «Non, forcément, tu t'es trompé, il a pas des sentiments pour toi». C'était toujours des mises en garde et au fil du temps, ben, j'ai abandonné. J'ai tout ce qui était amour, tout ce qui était, acceptation des cicatrices, des opérations, j'avais abandonné tout ça. J'ai vraiment, laissé, ce côté, cette partie de mon corps, c'est comme si j'avais, la femme qui était en moi avait sommeillé pendant tant d'années et que d'un coup, là, elle se réveille. Et de me dire, «J'ai le droit de plaire, j'ai le droit de séduire quelqu'un», c'est tout à fait normal, en fait. Mais, avant dans ma tête, c'était: «Tu es vulgaire», enfin, c'était quelque chose de totalement incompatible alors que c'est enfin, aimer quelqu'un, vouloir séduire, c'est tout à fait normal. Mais sauf que dans la société encore actuelle, c'est horrible, enfin, c'est mal vu ou alors c'est: «Ouais, mais non, tu pas son type» ou voilà quoi, c'est tu es encore une enfant, limite, c'est ça encore. Tu es encore une enfant, il est pas pour toi. Bah, c'est ça, ouais, comme disait Marianne, c'est un impensé, quoi. Enfin, moi, le nombre de mecs que j'ai rencontrés dans ma vie qui m'ont dit, «Ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé, à sortir avec une fille handicapée», et ils te disent ça, mais sans gêne, quoi, enfin, en ne voyant pas le problème. En ne voyant pas le problème et en même temps en te mettant une pression aussi, l'air de rien. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de personnes, moi, ce qui est assez compliqué, c'est que si on veut, je peux faire le passing validiste. Si tu me rencontres dans la rue, etc., dans un événement ou quoi, bah, on voit pas forcément que j'ai un handicap, parce que voilà, mes chaussures, bah, on voit pas mes pieds. Il se trouve que si on danse, etc., bah, mes mains, je veux dire, on voit pas forcément dans la nuit, etc. Et donc, du coup, il y a un côté un peu, j'ai un peu grandi dans ce truc où je passe. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que comme je passe, il y a ce truc de, tu sens que tu plais, mais tu deviens la copine de fin de soirée, quand les potes sont partis. Parce que comme ils assument pas vraiment, mais qu'en même temps, ils te trouvent très jolie, et ben du coup, ils se disent au moins comme ça, on est ensemble. Mais les autres ne le savent pas. Et donc du coup, j'ai pas assumé que je suis avec une personne handicapée. Et c'est aussi ce truc où la jonction aussi qui est un peu particulière, c'est que comme on est racisé, tu as aussi ce truc de ouais, mais si je dois avoir des enfants avec toi, ils auront quelle couleur? Est-ce que ça va? Est-ce que avec mes parents ça va aller? Tu sais, les coutumes, etc. C'est compliqué. Et donc, quand tu rencontres tes beaux-parents, c'est aussi ce truc de et quoi, au Rwanda, ils vivent encore dans des maisons de paille? Est-ce que la savane, c'est partout? C'est des trucs hyper roi lion, quoi, tu vois? Et donc, résultat, c'est vraiment ça qui est assez particulier, c'est que tu dois encore une fois surfer sur ce truc à la fois du corps qui est hors norme et donc tu dois gérer. Parce que moi, j'ai déjà eu un gars qui a passé une soirée à me raconter à quel point, en fait, j'étais son type, mais qui n'oserait pas assumer auprès de ses potes. Et donc, du coup, il préférait sortir avec une fille qui était plus dans la norme mais qu'il aimait moins, mais que s'il pouvait s'écouter, il sortirait avec moi. Et t'es là. Pourquoi déjà tu me dis ça? Parce que c'est juste horrible. Et en plus, pour sa copine comme pour moi, c'est dégueulasse en fait. C'est horrible. Oui. Et donc lui le disait,
tu sentais que c'était un compliment, en fait, quand il me le disait, que c'était un genre, «Tu es génial», quoi. Mais en fait, non, c'est irrespectueux pour la sa copine en question et pour moi parce que ça nous essentialise toutes les 2. Parce qu'elle, sous prétexte qu'elle est dans la norme, du coup, il a choisi alors qu'il la rencontre pas réellement. Il ne voit pas réellement qui elle est et quelle personne elle est. Et moi, sous prétexte que je ne suis pas dans la norme de la bonne meuf, bah du coup, il me disqualifie et donc du coup, il se passera rien. Mais moi, je suis vraiment dans une période de ma vie où je me pose beaucoup de questions sur nos représentations amoureuses, sexuelles et romantiques parce que je trouve qu'on est beaucoup trop, je trouve on a tendance à beaucoup se rencontrer par le corps, mais pas par le corps réel, plus par le corps, ce qui renvoie pour l'autre de validation par rapport au commun, au collectif. Est-ce que mon partenaire va être un faire-valoir ou pas? Par exemple, le nombre de fois où j'étais avec mes ex-copains, parce que pour le moment, j'ai pas de partenaire, mais j'ai vécu des histoires de 4 ans, de 2 ans, etc., où en fait, on était l'un à côté de l'autre et que dès que la personne dans un transport en commun ou quoi remarquait mon handicap, elle regardait mon partenaire en disant encore bien qu'elle est jolie, hein. Et donc tu te dis, pourquoi on voit à ce point nos partenaires comme un faire-valoir? Tu as l'impression d'être un lot de consolation, genre, oh non, c'est affreux. Ça me rappelle, c'était l'année passée, j'avais participé à un podcast justement et j'avais dit: «Ben, pour tout ce qui est amour, c'est compliqué pour moi» parce que j'avais donné comme exemple, si un gars, entre dans un bar et qu'il voit une fille valide et invalide, la première chose qu'il va voir d'abord, c'est la fille valide, qui a beaucoup plus de chances, mais ça veut pas dire que nous, les filles invalides, on a moins de chances que les autres. C'est juste que la fille valide est tellement ancrée dans le cinéma, dans les médias, dans tout ce que tu veux, que nous, en tant que femmes handicapées, ben, on est là: «Ouais, mais en fait, c'est juste la meuf qui a besoin d'aide, quoi. Elle est pas désirable, elle est m enfin, il faut l'éviter à tout prix, c'est horrible». Moi, je me souviens encore, j'étais adolescente et quand j'avais mes premiers crushs, on me disait toujours: «Mais c'est impossible que vous sortiez ensemble». Pourquoi? Parce que dans la mémoire collective, handicap et valide, c'était impossible. Alors qu'il y a plein de couples comme ça, hein. Maintenant, il y a aussi des couples qui ont des handicaps, qui vivent ensemble et enfin voilà quoi, c'est chacun, fait ce qu'il veut quoi. Il y a pas de normes à avoir, il y a pas de règles à avoir tant qu'on est dans le respect et qu'on se comprend l'un l'autre. Bah, même dans l'intracommunautaire, je trouve que ça se voit aussi, la manière dont, par exemple, nous, en tant que personnes handicapées ou racisées, si on se met avec une personne blanche et valide, on a réussi. On a réussi à être désirable avec le nec plus ultra, si on veut. Alors que, en soi, moi personnellement, je me visualise aussi très bien avec une personne handi aussi. Quand je dis ça me questionne beaucoup nos représentations amoureuses, sexuelles et romantiques, c'est comment en fait on désire aussi celui qui nous met le plus de tacle en fait. Comment ça se fait qu'on continue à vouloir régulièrement cet homme blanc, valide, cis, tu vois, pourquoi ça reste, tu vois, qu'est-ce qui fait on est à ce point dans ces représentations et que personnellement, moi, il m'a fallu devenir militante pour pouvoir me projeter en tant que personne, pouvoir être en couple avec une personne handi. Parce que dans mon panel de représentation, si j'étais avec une personne handi, ça voudrait dire ah mais on sera les deux assistés quoi. Alors que maintenant je le vois plus du tout comme ça quoi. Je veux dire c'est, tu vois, mais je trouve que c'est de part et d'autre en intracommunautaire comme en collectif, je trouve que les stéréotypes, les clichés et les injonctions sont assez vicieuses parce que tu te rends même pas compte à quel point tu participes aussi en fait. Tu rentres dans ce jeu-là et tu en deviens toi-même très tributaire, coincé. Comment en sortir, quoi?
Et moi, j'essaye d'en sortir et c'est aussi avec le blog que ça m'a permis de petit à petit réfléchir, réfléchir avec d'autres personnes, hein, parce que j'échange beaucoup avec les réseaux sociaux, les rencontres, les festivals, les conférences, etc. Et ça, j'en suis extrêmement reconnaissante. C'est que ça permet aussi de créer de nouveaux rêves, de nouvelles représentations, de nouveaux couples, de nouvelles envies aussi sexuelles aussi, de se dire c'est ok, moi, personne en dit, d'avoir du désir en fait, d'avoir envie de quelque chose, de le dire en fait, que c'est pas un gros mot en fait, de d'avoir ces envies. Parce que déjà en tant que femme, assumer son désir, c'est quelque chose, mais en tant que personne en dit, c'est aussi quelque chose de le dire parce que t'es pas on t'associe pas avec le fait d'être quelqu'un qui a des envies, quoi, qui a envie de charnel, de relationner, etc. Et c'est quelque chose d'assez. Franchement, je pense que il y a beaucoup de choses à faire en intracommunautaire comme en collectif, de se pencher là-dessus, en fait. Comment on se rencontre, en fait. Comment on fait ensemble. Mmh, c'est clair. Alors du coup, il me restait une question quand même. Ouais, on digresse beaucoup là. C'est pas grave, c'est très intéressant. Du coup, ouais, j'avais une avant-dernière question qui était sur, la fameuse question qu'on entend souvent quand on écoute des témoignages de personnes racisées, c'est la question, «D'où tu viens?» qui, moi, me fait beaucoup penser à la question, «Qu'est-ce qui t'est arrivé?» qu'on pose souvent aux personnes handicapées, avant même de savoir comment, elles s'appellent. Enfin, moi, le nombre de fois que ça m'est arrivé qu'on me demande, pourquoi je suis en fauteuil avant de me demander mon prénom, enfin bref. Et du coup, ouais, je fais souvent ce parallèle-là avec le «d'où tu viens» parce que, enfin, je trouve qu'il y a un peu cette même, déshumanisation et toujours renvoyer à la différence et parce qu'il y a une différence qui est visible, enfin, les personnes se pensent qu'elles ont le droit de poser directement cette question. Enfin, je trouve, voilà, que moi, en tout cas, en tant que personne handicapée, je supporte pas. Est-ce que du coup, vous, vous avez droit à ces 2 questions-là? Ou est-ce qu'il y en a une qui revient plus souvent que l'autre? Ou, comment ça se passe? Je dirais que pour moi, c'est, la question qui revient souvent, c'est: «Qu'est-ce qui t'est arrivé?» Alors moi, ça me dérange. C'est la manière dont elle est posée qui me dérange, en fait. On vient de se rencontrer et tu me dis mais enfin, tu cherches même pas à savoir, comment je m'appelle, ce que j'aime faire dans la vie, c'est: «Qu'est-ce qui t'est arrivé?» C'est comme si tu avais ce besoin de «Waouh, il faut absolument que je sache». C'est comme si tu menais une enquête et qu'il fallait vraiment que tu arrives au bout, sinon tu n'en peux plus. Donc déjà, de ces questions-là, je réponds par: «Bonjour, j'ai un prénom, j'aime faire ça, ça, ça et si tu veux savoir qu'est-ce qui m'est arrivé, demande-le-moi, poliment», tu vois? Je mords personne, hein, il y a pas de problème. Moi, j'aime bien raconter mon histoire, mais c'est la manière dont elle est posée, parfois, c'est tellement brusque. Parce qu'à la base, quand je rencontre une personne, je pense même pas à dire, «Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé?» Enfin, c'est tellement indiscret d'une part et q parfois il y a des personnes qui n'ont pas envie de répondre parce que, c'est leur vécu et je les respecte, mais bon, moi je demande toujours, si ça ne te dérange pas. Ça aussi, tu vois? Il y a toujours un tact à avoir envers une personne que tu viens à peine de rencontrer. Après, la question de d'où tu viens, j à mes 17 ans, on me posait tout le temps la question: «Est-ce que tu vis en Belgique?» Tout le temps. Et je dis: «Ben, je suis née en Belgique, mes parents sont d'origine congolaise, mais je suis née en Belgique et voilà». En fait, tu ou alors tu es né en Afrique, c'est ça. C'est vraiment, une insistance. C'est comme si la personne avait besoin de vérifier des infos, de se rassurer: «Oh mais non, en fait, elle est née, tu vois ce que je veux dire? On a besoin de se rassurer, on a besoin que la personne, qui me pose des questions se rassure comme si il était dans une espèce de déni. En fait, non, c'est faux, elle est née en Afrique, mais elle veut pas assumer, des trucs comme ça, tu vois? Et c'est complètement ridicule, mais bon, c'est la société dans laquelle on vit.
Enfin, que ce soit en Belgique ou en France, hein, c'est la même chose, je pense, tous les pays, majoritairement blancs, globalement. Et du coup, Marianne, qu'est-ce que tu as à dire sur la question? Ben, moi, je dirais que j'ai une troisième question qui vient souvent, c'est: «D'où tu viens? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et sinon tes vrais parents, c'est qui?» Ça, depuis mes 4 ans et demi, c'est le trio de bingo, quoi. Et donc résultat, ben, en fait, ce qu'il a, c'est que je trouve que c'est, souvent une question de où tu es juste un objet, en fait, auquel, la personne en face de toi a besoin de, coder, en fait, et de savoir concrètement, en fait, où t'identifier. Et on revient encore une fois au fait qu'en fait, elle ne te rencontre pas réellement, elle rencontre juste l'objet que tu es, un individu. Et donc comme dans son panorama de vie, ben, elle ne conçoit pas qu'une personne, par exemple dans mon cas, soit dans une famille belge, rwandaise, et qui ait ce corps que j'ai et qui ait cette couleur. Bah, du coup elle va te dire: tu es autre, explique-moi ce que tu es autre que moi, parce que je ne comprends pas, et que comme je ne comprends pas, je veux d'abord savoir, moi, avant de te rencontrer. Sur différentes manières, hein, ça part régulièrement d'un bon sentiment, hein, mais ça dit plus en fait de l'autre que nous, en fait. Ça dit ce truc de ce que je ne connais pas, je dois savoir absolument à mon rythme, et je dois l'objectifier d'une certaine manière pour pouvoir le lire, en fait. Alors, et ça, je trouve ça extrêmement pauvre, je trouve, de rencontrer les personnes comme ça, en fait, parce que perso, moi, quand je rencontre quelque chose, quelqu'un, excusez-moi, c'est un lapsus révélateur. Quand je rencontre quelqu'un, je me dis, en fait, viens comme tu es, en fait. Et donc, la personne me dira ce que la personne a envie de me dire. Et je ne suis personne parce qu'on se rencontre, et que je ne suis personne pour lui ou pour elle. Et donc, la personne me partagera ce qu'elle est OK, en fait, de partager. Et je trouve que c'est intrusif, en fait, de partir du principe que ce que toi, autre que la personne, a à savoir est essentiel et vital à ce moment-là, en fait. Non, l'objet du moment, c'est vous vous rencontrez. Et donc la personne que tu vas rencontrer se présentera comme la personne a décidé, en fait. Le seul truc automatique que je fais personnellement, c'est demander le prénom et demander les pronoms. Comme ça, quand on échange, je suis respectueuse, et la personne se sent d'égal à égal. Ou sinon, le reste, ben, la personne dit ce qu'elle veut, en fait. Et je trouve que ce serait plus comme ça qu'on devrait se rencontrer. C'est sur base de ce que l'autre a réellement et OK de partager. Alors que, à l'inverse, on nous apprend à nous rencontrer sur base de ce qu'on veut savoir de l'autre. Alors que c'est pas OK, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait, une rencontre. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est déjà pas mal. Non, mais ouais, ouais, c'est très intéressant, c'est vrai que enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on revient toujours à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que les personnes qui nous rencontrent nous voient, que comme handicapés ou que comme racisés ou enfin, nous voient que par rapport à ça, en oubliant qu'on est des personnes et qu'on a d'autres, choses qui nous caractérisent et enfin, moi, c'est toujours quelque chose que je dis, c'est, enfin, il y a enfin, il y a des trucs dans ma vie beaucoup plus intéressants que mon fauteuil et pourquoi je suis en fauteuil, enfin, C'est surtout que c'est hyper cloisonnant, en fait, alors que nos vies ne sont pas cloisonnées. T'es plein de tiroirs, en fait. T'es plein de choses à la fois. Tout s'entremêle. Tu décides pas un jour que t'es noir, tu décides pas un jour, mercredi je suis noire, mercredi je suis une femme, tu vois? C'est pas comme ça. Et donc, du coup, je trouve que c'est hyper cloisonnant de se dire que tu rencontres des personnes juste sur la base de ce que dans tes représentations ou
dans ton idée de personne qui n'est pas concernée, tu as comme idée d'une personne noire, d'une personne asiatique, d'une personne handi, d'une personne sourde. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment se fermer des portes, en fait, d'amorcer directement un dialogue et des questions comme ça, alors qu'en fait, on ne se connaît pas. Donc, rencontrons-nous, en fait, tout simplement. Et puis ça, je trouve que ça aussi, ça, par rapport au racisme et au validisme, ça dit aussi beaucoup de quel corps on possède, dans le sens de la manière dont on pose cette question, c'est aussi une question de possession. C'est moi qui te contrôle, c'est moi qui sais comment tu es, c'est moi qui sais ce que tu représentes, parce que on m'a dit que, parce que la science, la santé, l'histoire a dit que les Noirs étaient comme ça, les femmes étaient comme ça, etc. Et donc c'est une idée forte de possession en fait. Alors qu'en fait non, quand tu me rencontres, tu ne me possèdes pas en fait. Tu ne me possèdes pas, je suis moi, tu es toi, et en fait on est deux personnes différentes. Et donc je ne suis pas là pour que tu me possèdes ou que je t'appartienne en fait. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose un peu comme ça dans la manière de dire tu viens d'où, qu'est-ce qui t'est arrivé, tes vrais parents c'est qui, tu vois, c'est ce truc de je veux t'accaparer quoi. Ma prochaine question, c'est pas vraiment une question, c'est plus un temps de parole libre pour vous, si vous avez des choses à dire qu'on n'a pas encore abordées jusqu'à maintenant. Marianne, je crois que tu voulais parler d'adoption et de tout ça. Oui, j'avais déjà été invitée à l'excellent podcast Beninga Walk du collectif Afrofemme radical français Moissy. Où j'ai parlé en fait et je trouve que pour un podcast sur le validisme comme le tien, je trouve que c'est aussi un aspect de la communauté au sens large handi qu'il faut aussi aborder. C'est le fait qu'il y a des familles qui sont coupées, il y a des personnes qui sont déracinées sur base de leur corps, de leur différence au niveau corporel. Parce que, par exemple, dans mon cas, comme j'ai eu une erreur médicale en République démocratique du Congo en fin des années 80, mes parents de naissance ont eu peur, après mes amputations, qu'il n'y ait pas les soins possibles en République démocratique du Congo. Et donc, le fait d'être adopté vient entre autres de là, en fait. Parce que ils se sont dit il y aura plus de chances qu'elle vive avec la cicatrisation de ses amputations, avec le suivi, les équipements, etc., que si elle reste avec nous. Et c'est quelque chose, je trouve, qu'il faut aussi dire parce que ça change des trajectoires de vie, ça change des filiations, en fait. Parce que moi, je me suis retrouvée dans une famille adoptive avec des personnes que je ne connais pas. J'ai changé de pays. Je suis arrivée en Belgique à 4 ans et demi. J'ai appris une nouvelle langue. J'ai dû mettre de côté ma langue de naissance. Et donc, du coup, c'est des vies qui changent, en fait. Et donc, il y a beaucoup aussi dans l'adoption, dans mon cas, par exemple, ici, l'adoption internationale. Quel corps peut accéder à un suivi? Quelle personne, parce que en République démocratique du Congo, il n'y a pas les infrastructures possibles. Du coup, des parents de naissance doivent laisser à l'adoption, confier à l'adoption leurs enfants pour pouvoir leur permettre d'être suivis au mieux. Et donc ça contribue à ce truc du sauveur occidental, en fait, parce que on va commencer à dire oui, mais ces pays-là ne savent pas tenir leurs enfants, ne savent pas prendre soin de leurs enfants. Alors que c'est plus complexe que ça. C'est aussi comment est gérée la politique du pays de naissance, quelle possibilité au niveau de l'enfant aussi, quelle est la politique pour l'enfant et l'éducation. C'est des choses qui se voient aussi. Par exemple, ici, c'est un podcast français,
mais c'est ce qui se passe aussi, par exemple, avec les Antilles. Il y a beaucoup de personnes qui ont des handicaps, des maladies invalidantes, qui sont obligées de déménager en métropole pour pouvoir être suivies au mieux, quoi. Et donc, du coup, ça fait aussi un déplacement de population. Des fois, des enfants qui doivent se séparer de leurs parents pour être dans des internats ou dans des institutions. Et donc ça joue aussi dans notre rapport affectif, notre sécurité affective, parce que ça, on ne parle pas assez, mais dans le handicap, il y a aussi la santé mentale. On est tout le temps dans des histoires de santé, 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 mais dans tous nos suivis, parce que par exemple, j'ai été opérée, on a rectifié mes amputations, il y a des traitements aussi pour mes maladies, etc. Il y a aussi le mental en fait qui joue. Et donc devoir se déplacer, quitter sa famille pour pouvoir avoir les soins, ça joue aussi sur le moral. Et ça joue aussi sur la possibilité de se dire, ok, je suis quelqu'un, je vaux quelque chose et on doit me respecter. Et je suis légitime quand je dis que j'ai mal ou quand je dis que j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin d'être entourée. Et ça, je trouve que c'est important pour moi de le dire. Dans l'orphelinat dans lequel j'ai été, c'était un orphelinat qui était en premier lieu pour des enfants handicapés parce qu'il n'y avait pas en Afrique à cette époque-là, c'était le seul orphelinat qui accueillait des enfants handicapés parce que les enfants handicapés, à l'époque, à ce moment-là, en Afrique centrale, étaient vus comme porteurs de sorcellerie, de mauvais œil, etc. Et donc, des fois, aussi laissés par la famille et donc devenaient des enfants des rues. Et donc, les répercussions sont assez plurielles. Et il y avait aussi à cette époque le génocide au Rwanda. Et donc, ça a créé aussi des personnes handicapées suite au génocide. C'est tout ça aussi, je trouve que le handicap, on a fort tendance à croire que c'est juste une chose, alors que c'est on devient ou on est handicapé de diverses manières, en fait. Il n'y a pas qu'une personne handicapée, il y a des multitudes de profils, d'histoires de vie. Et quand on parle de validisme, je pense que c'est important de montrer la pluralité, en fait, de ces enjeux des corps, quels corps peuvent parler, quels corps sont écoutés, quels corps ont la possibilité déjà d'être pris en compte. Et puis le validisme en tant que tel, c'est aussi beaucoup ce truc des corps qu'on broie en fait, parce qu'il y a aussi le fait que la productivité, l'efficience qu'on a tendance dans notre société à mettre en avant, et aussi en intracommunautaire pour la communauté dont je suis issue, donc la communauté noire, où le travail est valorisé, être le plus fort, être souffrir en silence, être robuste, etc. Moi, quand j'ai annoncé que j'avais un lupus, la première chose qu'on m'a dit dans ma famille, c'est ah ça va, ça se soigne, c'est pas grave. Donc c'est un truc où c'est une communauté qui a tellement intériorisé qu'elle doit être forte que du coup elle ne s'écoute même pas elle-même et donc les signes avant-coureurs de maladies, de douleurs, de, de, de couacs en fait physiques, on ne les entend même pas parce qu'on a tellement intériorisé que c'était un luxe en fait. C'est un luxe de pouvoir s'arrêter, se reposer, se soigner, etc. Et donc ça aussi, je trouve que c'est une part du validisme que le capitalisme chope bien et apprécie de dingue parce que ça permet du coup d'avoir des personnes qui ne profiteront jamais, si on veut, qui n'auront jamais leur pension parce qu'en fait elles seront déjà décédées en fait, parce qu'elles auront tellement bossé comme des dingues et broyé leur corps et se seront blessées que du coup elles n'atteindront jamais en fait leur pension. Et donc du coup ce sera bon. Il y aura pas à les mettre au scénario quoi, je veux dire. Et ça c'est quelque chose vraiment dans les trajectoires de vie
du validisme qui est important à dire dans ce côté racisé, adopté, etc. Parce qu'il y a ces trajectoires-là. J'ai un peu beaucoup parlé, désolée. C'est pas grave, merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça, c'est hyper intéressant. Yofine, est-ce que tu as quelque chose à dire ou à rajouter? Pas grand-chose à part que je suis ravie d'être là, d'avoir partagé un peu de mon histoire et j'espère que ça pourra éveiller les consciences, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit le cinéma ou autre. Parce que bon, je l'ai pas dit en me présentant, mais je bosse pour devenir comédienne aussi donc voilà, hein, je fais mes petites expériences par-ci par-là. Je crois que le petite parenthèse, le premier rôle pour lequel j'ai auditionné, c'était justement pour une série Netflix. Et là, c'était vraiment, mon personnage, c'était vraiment le rôle d'une femme handicapée. Mais on n'était pas centré sur son handicap. Le rôle que je devais jouer, c'était le rôle d'une meilleure amie qui devait conseiller justement, l'héroïne principale sur, ce qu'elle fait, sur s la remettre en droit chemin et là, ben, j'ai senti que, ah, pour une fois que c'est pas sur, vous voyez, hein, le handicap tel quel, l'hôpital, tout ça et j'étais là trop contente, je fonce. Malheureusement, j'ai pas eu le rôle, mais ça, c'est une autre histoire. Mais j'étais contente de voir, un scénario différent, en fait, pour une fois. Pour une fois, c'était positif, même si ça restait un peu dans le cliché de, la meilleure amie noire qui est l'amie de l'héroïne blanche, tout ça, mais Mais au moins, c'était moins centré sur, parce qu'au cinéma, je le vois plus, sur le lit d'hôpital, en fin de vie, oh la pauvre, elle a aucun but dans sa vie ou oh le pauvre, il a aucun but dans sa vie, que là, c'était un rôle, OK, c'est juste la meilleure amie, mais au moins on évolue et du coup, ben, j'ai passé l'audition. J'ai pas été prise malheureusement, mais je pensais que c'était, par rapport à ma performance, hein, puisque je débute dans ce milieu, je connais absolument rien. Mais en fait, non. On a dit que c'était par rapport à mon handicap. Justement, là, on a dit que c'était, les réalisateurs ont hésité au dernier moment et du coup, ben, ils vont prendre, d'après ce que j'ai compris, une personne valide pour jouer, le rôle de la meilleure amie et faire croire qu'elle est, oh non! Mais non, il faut arrêter de faire ça, enfin. mais c'est une réalité. Pourtant, enfin, quand j'ai parlé avec la directrice de casting, elle était super sympa. Enfin, la directrice de casting en soi, elle est super sympa, hein. Elle n'a rien à voir dans l'histoire, mais elle était super sympa, elle a cru en moi et donc moi j'ai cru aussi et c'était motivant et là j'arrive, on m'a dit: «En fait, on ne t'a pas pris à cause de ta performance. Ta performance était bien, mais c'était à cause du fait que finalement les réalisateurs ont hésité au dernier moment et du coup, ben» parce que ça peut aussi jouer dans ce sens-là, hein. On fait croire qu'en fait on est inclusif, mais en fait c'est pas du tout le cas et du coup, ben, c'est un peu dommage je trouve. Surtout que c'était Netflix quoi, c'est une grande production donc je peux on peut très bien, inciter quelqu'un vraiment, qui vient d'une communauté et qui a vécu, des faits, plutôt que de faire croire que. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais d'ailleurs, c'est totalement raccord avec, ma prochaine et dernière question, qui est la fameuse question recommandations culturelles. Du coup, est-ce que vous auriez des recommandations culturelles avec, en lien avec un des sujets qu'on vient d'aborder? Alors dans les recommandations culturelles, il y en avait tellement que ce soit sur TikTok, il y en a aussi, mais Franchement, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être, des films, des séries, des comptes Instagram, peu importe. compte Instagram, je suis plus des personnes américaines et cetera, mais dans un compte Instagram, si je dois me situer au niveau francophone, ce serait plutôt, ben, on va dire anglophone alors, parce que je parle avec une, styliste anglaise en ce moment, qui s'appelle Samantha Bullock. Elle est paraplégique si je dis pas de bêtises et elle se bat justement pour l'inclusion dans ses défilés, de personnes à mobilité réduite ou de toute autre personne, vraiment montrer que la différence, c'est pas ça s'arrête pas à la chaise et elle est vraiment incroyable. Sinon, il y a plein de gens. Il y a par exemple, Gabriella Davetta aussi qui est pas mal. Il y a aussi Chelsea Hill, je sais pas si tu connais, c'est aussi une américaine qui est danseuse et ceux et celles qui veulent me suivre sur Insta, c'est Fashionista, donc Fashionista Fashionista.
Honista, Handy avec un H, Handi et voilà. Sur Insta ou écouter mes podcasts aussi, instant publicitaire. Et voilà, donc moi tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis ravie d'être là et soyez vous-même surtout, c'est ça qui importe. Et que je sais que c'est pas facile, tous les jours, mais il y a toujours, une lumière quelque part. Ça marche. Et Marianne, du coup, est-ce que tu as des recos ou Alors, moi, je vais partager des recommandations plutôt francophones. Et donc, moi, j'ai Shahine, qui est une femme politique écolo qui est plutôt localisée en Belgique et à Bruxelles, dans la région de Bruxelles, qui est racisée et handi, qui est sourde. Et donc, du coup, elle communique aussi sur Instagram. Elle a un compte Instagram et je te le partagerai aussi, comme ça tu pourras le remettre à disposition. Mais je trouve que c'est chouette aussi de suivre une personne comme elle parce que ça montre aussi que on peut être dans des sphères où on a tendance à ne pas nous attendre parce que souvent au niveau politique, etc., c'est souvent soit une personne qui a dans sa famille une personne handi. Et donc là, le fait que ce soit une personne concernée, je trouve ça vraiment top. Comme ça peut aussi permettre de faire bouger les choses à ce niveau-là. Mais évidemment, toute seule, elle ne pourra pas faire bouger les choses. Mais déjà d'avoir une personne dedans et s'organiser, etc., ça, je trouve ça vraiment chouette. Il y a aussi le collectif, mais ça encore, c'est belge, Sortir avec les mains. Je trouve que c'est un très chouette collectif qui fait de l'événementiel et de la sensibilisation à la langue des signes francophone belge, qui permet à la fois de populariser la langue des signes et aussi de faire des collaborations lors d'événements culturels, etc. Et donc de rendre plus accessible des événements culturels et vraiment l'équipe est super chouette et j'ai bossé avec eux pour l'Afropolitan Weekend où il y avait une soirée de slam et donc elles ont traduit en langue des signes le slam quoi. Et donc ça permet de pouvoir avoir aussi cette culture plus diverse aussi. Et enfin, il y a Leila la Boubou, que je mettrai aussi, je t'enverrai aussi. C'est un activiste bruxellois, tatoueur, qui est aussi handi et neurodivergent. Et donc, je trouve ça aussi assez top de se dire que par le biais de son métier, le tatouage permet de tatouer sur des corps pluriels, tatouer des choses aussi avec des messages de l'activisme, de l'engagement. Je trouve ça aussi assez chouette. Ouais. Moi, ça me parle et donc je suis son travail et j'aime beaucoup. Et donc peut-être que ça intéressera des personnes qui nous écoutent de faire des tatouages, de faire du tatouage activiste ou engagé, quoi. Bah complètement, ouais. D'ailleurs, j'avais déjà fait un épisode sur le tatouage dans la première saison qui était un peu dans cet esprit-là aussi, sur la réappropriation du corps et tout ça. Donc ouais, je pense que ça pourrait intéresser des personnes. Et moi, ça m'intéresse. Donc, mais c'est super, ouais, ça fait plein de comptes de personnes à suivre et tout ça. Et je mettrai bien évidemment tout ça sur Instagram pour que vous ayez accès au compte. Voilà. Moi, je voulais quand même parler une dernière fois, enfin, avant de terminer cet épisode, je voulais parler de Aaron Philippe parce que je suis extrêmement fan de cette personne. Moi, je l'ai découvert, je pense que c'était dans un reportage, sur Brut, je sais plus, mais bref, je crois que ça a été un coup de boost pour moi, c'était vraiment waouh!
en plus, je travaille dans le domaine de la mode en parallèle. Du coup, je vois, par toutes les étapes par lesquelles elle est passée et du coup, je suis là: «Ah mais ouais, franchement, il travaille, enfin elle travaille pardon, elle travaille avec, pas mal de gens du milieu. Elle a réussi à se faire un nom dans ce milieu et c'est dingue quoi. C'est vraiment un exemple, hein, il y a vraiment, je pense que je me reconnais en elle. Je pense qu'en fait, elle est on a vécu enfin dans le cas de la mode, on a vécu un parcours assez similaire. Parce que moi, quand j'ai débuté, évidemment, j'avais des portes fermées parce que encore une fois, l'handicap ou peu importe, qui tu es, tant que tu es pas dans la norme, c'est un énorme frein, en fait. Mmh mh. Mais oui, du coup, c'est vrai que je me suis un peu emballée, mais je n'ai pas présenté qui était Aaron Philippe. Il faut le dire quand même. Donc c'est, la première femme trans, noire, handicapée à avoir été mannequin, dans des grandes agences de mode, type, Elite et à avoir, posé pour des magazines comme Vogue et ce genre de choses. Et je crois qu'elle a tout juste 20 ans. Enfin, moi, ça fait partie des personnes qui me donnent beaucoup d'espoir et qui montrent que les choses sont en train de bouger, même si ça prend beaucoup de temps. Mais ouais, elle donne beaucoup d'espoir et elle a un charisme qui, à chaque fois, me coupe le souffle. Dès que je vois des photos, je suis tellement impressionnée. Et clairement, je peux que vous recommander d'aller la suivre sur Instagram parce que ses photos sont absolument géniales et voilà, elle a un discours qui est super et voilà, Aaron Philippe, quoi. Non, c'est vraiment l'inspiration. Elle a vraiment réussi à se faire un nom, je l'admire, en fait. Je l'admire vraiment parce qu'elle a réussi à se faire un nom dans ce milieu et c'est vrai que c'était pas facile, hein. Du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là et du coup, je vais vous remercier une dernière fois parce que c'était vraiment trop chouette et hyper intéressant et là, l'épisode fait déjà 1h13 de long et je sens que je vais avoir beaucoup de boulot pour le montage, mais c'est pas grave parce que c'était vraiment très, très chouette et j'espère que ça va intéresser beaucoup de gens et que voilà, que l'épisode va être bien, partagé et tout parce que Ouais, donnez de la force! Donnez de la force à Hermine! et à la communauté handi en général, s'il vous plaît, on en a besoin. Merci, merci à toutes les deux. Et pour le prochain épisode, donc qui sera le deuxième épisode de cette nouvelle saison, on parlera de grossophobie et de handicap.